forever. NBA now and forever. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Forever. Je suis Vladimir, votre animateur pour le podcast. Le podcast qui traite de la NBA, le tout avec beaucoup de dérision, beaucoup de mauvaise foi comme d'habitude. Le tout concocté par Sports Content. Cette semaine, nous sommes en effectif, on va dire un peu réduit. On a le service minimum, un peu comme les copains de la RATP en ce moment. D'ailleurs, c'est d'actualité. À qui on fait la bise et à qui on donne tout le soutien au passage, ainsi que les autres professions qui sont opprimées par l'ambiance pesante actuelle. On est ensemble. Mais cela ne nous empêchera pas, bien sûr, de faire de la qualité, notamment avec mon cher Damas. Comment tu vas, Damas ? Très très bien, merci Forever, le nom est bien choisi, c'est parfait, on est là pour tout donner, les Pacers sont insupportables. Défaite aux Raptors, parce que là ça va être très difficile à avaler que j'ai vu cette nuit, je ne veux plus jamais revoir ça, Tyrese Haliburton, réveille-toi. Ok, bon bah écoute, ça a le mérite d'être clair, c'est très bien. Merci pour ça. D'ailleurs, Tyrese Haliburton, le TikToker... comme dirait Rafik. Et pour le coup, donc voilà, le casse côté Forever est clos. Voilà, on est tous les deux. Ambiance un peu intimiste cette fois-ci avec notre invité de la semaine. Hein. Bon, c'est déjà sa deuxième apparition sur Forever. Ouais, un peu comme aux grosses têtes, hein, il va devenir sociétaire à force, n'est-ce pas ? Ouais, je pense. C'est bien parti pour, non ? Tout à fait. Et il est tout autant capable de parler de sa religion, qui est le ginobilisme, mais aussi capable de nous parler de la santé des arrière-trains de la royauté française. Hein. Je fais pas référence au podcast Mobb Deep. Hein. D'ailleurs, on fait la bise à Binge, qui fait toujours plaisir avec son contenu. Et en concernant les arrière-trains de la royauté française, va savoir qu'il y a le plus mal au cul en ce moment entre eux et le tiers-état. Comment tu vas, Vincent ? Ça va, et toi ? Écoute, moi, Stephen Castle fait un début de saison incroyable. Il est tellement meilleur que ce qu'on nous avait vendu. Tu sais, on nous avait vendu genre un athlète capable, mais un gars quand même au QI basket assez limité, et surtout avec pas de shoot. Et en fait, on se retrouve avec un basketteur, un vrai, qui joue juste, un gars qui est capable de rentrer ses tirs, qui a une mécanique vraiment pas dégueu, qui est fiable sur la ligne. Et donc, je pense que d'ici 3 ans, c'est un mec qui va être une vraie menace à 3 points. Il joue aussi avec une intensité de malade. Et franchement, depuis qu'il est rentré dans le 5 avec la blessure de Sohan, je me dis que ce gars-là, c'est le futur. Il est incroyable. Il est intéressant. C'est vrai que j'ai regardé aussi quelques matchs des Spurs. C'est vrai que c'est plutôt intéressant là ces derniers matchs. C'était notamment face aux Lakers que j'ai suivi. Bien sûr, représente le LeBron FC au passage. Gros chantier de AD là. Oh ouf, putain, ouais. Il nous a fait mal. Hein. Ouais, alors compliqué. Mais AD, depuis le top 3 de la ligue actuellement. Hein. Ouais. Très très fort actuellement. Facile. Facile pour le coup. Mais c'est vrai que le Castle, il est intéressant. Il est vraiment intéressant. Est-ce que ce serait pas une version un peu... Est-ce qu'il pourrait pas devenir... Hein ? Tu disais, Damas ? Non, il va se polir au shoot, excuse-moi, et ça va clairement s'améliorer tout ça. Non, clairement. Au shoot, il y a une vraie marge de progression dans la mécanique de shoot. Pour l'instant, les pourcentages se font pas trop voir, mais non. Il y a de la matière. C'est très décent. Franchement, c'est très décent. Hein. Les shoots ouverts, il les met. Sur la ligne, il est très... Tu sais, dès le début de saison, les gars, ils ont fait faute sur lui, mais il a quand même mis ses lancers en fin de match. Franchement, moi, je trouve qu'il est tellement meilleur que ce qu'on nous avait vendu. Et franchement, pour l'instant, je me dis, ce gars-là, on cherchait c'était quoi l'avenir pour aller faire du pick and roll avec Victor. Et d'ailleurs, dans les deux sens, parce que j'ai vu des séquences de pick and roll où c'est Castle qui roll et Wemby qui fait la passe. Mais franchement, on l'a trouvé ce gars, il est trop fort. Là maintenant, j'ai juste une envie, c'est de voir Vassell en full minute parce qu'il est encore restricted et de voir le retour de Jérémy et de Trey. Et de Popovic, on espère en meilleure santé possible. En effet. Non, en effet, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, en effet.
Eh bien écoutez messieurs, je vous propose sur ces belles paroles qu'on parte directement sur les actualités de la semaine et on va commencer par les joueurs de la semaine qui ont été donc délivrés à date d'enregistrement donc lundi. Donc on a De'Aaron Fox déjà pour la conférence Ouest. Alors on va voir si ça fait parler ou pas. On a une moyenne de 40 points par match, 40,5 points par match, 7,3 points, 7,3 passes décisives avec un total de 57,4% au shoot, mais petit bémol peut-être avec un bilan de 2-2. Du côté de l'Est, c'est Franz Wagner pour l'Orlando Magic, pour la plus grande voix notamment de Loris. Moyenne de 30,7 points, 7,3 rebonds et 5,7 passes avec un bilan parfait de 3-0. Je pense que du côté de Wagner, il n'y aura pas grand-chose à dire. Est-ce que concernant De'Aaron Fox, est-ce qu'il y avait potentiellement quelqu'un d'autre ? Avant Wagner, quand même pour Wagner, c'est quand même sa toute première aussi, qui soit joueur de la semaine, je crois. C'est sa première, ça récompense également le Magic qui s'est très bien relancé après l'absence quand même de Paolo Banchero. Ils se sont relancés surtout défensivement et c'était important pour le Magic parce que Wagner élève son niveau de jeu, ce qui est le cas dans sa capacité à créer du shoot, même dans sa technique de tir. Même surtout dans son dribble aussi, Wagner a vraiment fait le nécessaire pour qu'il devienne une deuxième option majeure vraiment dans cette équipe. Et si le Magic continue à défendre comme ils le font actuellement, et avec un Wagner toujours aussi performant, notamment dans ses pourcentages de shoot, et je trouve même dans ses choix de shoot, c'est très propre. Donc ça mesure les progrès qu'il a pu mener, parce qu'il y a 2-3 ans, on pouvait estimer qu'il faisait du 18 points par match, du 17 points, des chiffres correspond vraiment à un rôle second, or que là, il se transforme comme étant un numéro 1 bis. C'est important pour le Magic, il doit pouvoir continuer à exister. Donc, si tout mal conduit 7, c'est tellement mérité par rapport à la semaine du Magic. Bravo à Chuck. Continuez comme ça, même si je vous déteste. Puis comme tu l'as dit, en fait, ça, on retrouve un peu le Magic qu'on avait vu l'année dernière, par séquence, qui s'était surtout imposé comme une grosse défense. Et on se disait que c'est là où on se posait des questions, c'est que offensivement, on voyait pas trop la marge et on se disait t'as Banchero qui score, mais c'est souvent de manière un peu inefficace, en tout cas un peu isolé par rapport au reste du collectif. Et là, sur le début de saison, on avait perdu un petit peu le Magic, et là, on a quand même l'impression que ils se relancent en renouant avec leur identité défensive, et même offensivement, je trouve que c'est nettement plus fluide que ce qu'on a pu voir l'année dernière. C'est vraiment une team de jeunes qui est à suivre. Moi, ils me font un peu penser à, je sais pas si vous vous souvenez, les Bucks, époque où il y avait encore Jabari Parker, où on se disait, il y a un 14-15 comme ça. On se disait, rappelle pas des souvenirs douloureux comme ça. Mais on se disait, tu vois, il y a un vrai truc dans cette équipe. Peut-être que d'ici quelques années, ça va péter. Fêter que ça a pété, ils ont gagné le titre et tout. Je pense quand même que, je sais pas si Orlando ça ira jusqu'à là, mais je me dis quand même que dans les années, on est sûr. Ça manque une arme intérieure, je pense aussi. Peut-être, mais on est quand même sur une équipe, si je pense, d'ici 2, 3, 4 ans. Finale de conférence. Sera une équipe vraiment très sérieuse à l'Est, quoi. Peut-être même d'ici 2 ans, sans compter que là, c'est la meilleure défense, je crois même, de la Ligue. Ils sont à 102 points par match. Et le deuxième à l'Est, l'Est est vraiment très faiblard depuis ce début de saison. C'est un peu compliqué là, oui. C'est la meilleure saison, c'est la meilleure défense de la Ligue derrière Oklahoma qui est à 103 points par match et encaissé une moyenne de 102 points par match pour le Magic. Je sais que c'est une très très belle référence aujourd'hui vu le scoring qu'on a eu la semaine passée par exemple. Après OKC, on sait bien quand même que ils ont pas le même calendrier que le Magic et ils jouent pas les mêmes équipes. Non, ils jouent pas les mêmes équipes. Ils sont quand même, je veux dire même défensivement, ils sont tellement 8 crans au-dessus. Ils sont injouables. Mais ils ont des intercepteurs partout sur les lignes de passe. T'as du Dort en 1 contre 1. T'as même SJ en défense qui est. Il est long, il fait des trucs. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Ça peut être compliqué. Donc vraiment, Frank Wagner, bravo. Maintenant pour les Kings, très rapidement. Fox, en fait, on savait que c'était un très très gros scoreur. Et comme par hasard, il score énormément au moment où les Kings sont quand même décimés au niveau du 5. Et Sabonis est absent, même si c'est pas un scoreur. Mais surtout DeMar DeRozan et Malik Monk sur les postes 2 et 3 qui sont off actuellement. DeRozan qui fait un très bon début de saison d'ailleurs. Très bon début de saison, absolument, même au shoot et même dans ses choix de passe, parce qu'on sait que c'est pas forcément un très très gros passeur. Et bizarrement, DeMar DeRozan s'est amélioré à 3 points. Bon.
n'en déplaise à Rafik, mais il est absent et De'Aaron Fox a démontré toute sa panoplie offensive qu'on connaissait déjà. Il était meilleur scoreur du 4e quart-temps l'an passé. Là, 109 points en deux matchs. En 24 heures. Ouais. Même en 24 heures. C'était chaud. C'est un ouf. Il a rien laissé de la journée précédente en fait. Non, Moi, je l'ai posé en TTFL que le jour où il a fait 20 points, j'étais dégoûté. Mais, Je te jure. non, moi, je suis très content pour lui parce que sur le run de fin de saison l'année dernière, autant l'année d'avant, on pouvait un peu blâmer Sabonis de se dire qu'il avait un peu disparu. Autant l'année dernière, j'avais quand même le sentiment que c'est plus Fox qui n'avait pas tenu son rang. Et là, avec le début de saison, l'arrivée de DeRozan qui forcément prend beaucoup de place, je savais pas trop où me positionner par rapport à Fox, quel rôle il allait adopter. Et le fait qu'il réponde présent au moment où l'équipe a besoin de lui, quand même, c'est super encourageant. Et puis, j'espère quand même que le projet Kings va tenir la route cette saison parce que ils nous ont quand même gratifié des moments très fun ces dernières années. Ouais. Donc, à voir. Non, à voir, c'est sûr. Tout à fait. Je vais faire un peu mon chauvin, mais est-ce que à l'Ouest, un LeBron James ne l'aurait pas mérité? Carrément. Ils sont à quel bilan les Ils Lakers? sont à 5 victoires d'affilée. Ouais, il aurait pu Après, l'avoir. c'est contre les Spurs. Hein. Oui, bien sûr. Bah après c'est peut-être Non, pas non, forcément mais non, la même il a- adversité, mais bon, ça reste du 5 victoires consécutives quand même, quoi. Non, il aurait pu l'avoir, hein, ça se comprend. Moi, j'estime que ça aurait été logique, sans compter que ils ont un Anthony Davis. Après, est-ce qu'il en a besoin de LeBron dans Bah, tout ça, non, bien sûr. On le donne à Fox, il va être Non, content, et puis c'est bon. hein. Ouais, c'est ça. Voilà, comme ça on on créera n'en a pas on créera besoin, pas mais ce scandale. ça aurait été juste ce qu'il est. Ça aurait Ouais. été juste. Ouais, comme ça on va pas avoir Laurent de Kings France qui va venir gueuler là encore. Et puis moi, mode franchise, personne ne l'aime. Exactement. Ils nous ont volé, David Stern, tout ça. Ouais, Robert Horry. 2002, on se souvient. Ouais, mais vous dites ça, mais Peja Stojakovic, il en parlait cette semaine dans un article, justement, encore 2002. Et Stojakovic a été très ferme en disant non, on n'a pas mis les shoots qu'il fallait, match 7 à domicile, on n'a pas réussi à finir. Lui, il peut tenir ce discours maintenant vu qu'il a une bague. Ouais, ça- Bon, C'est vrai. la bague de Raccro, en plus, vraiment. Non, vous êtes dur avec cette histoire de raccro. Hein. Il a été performant au moment où il fallait. Ah, ça par contre contre les Lakers, ça c'est sûr, il a Et été contre performant. l'équipe qu'il a fait mal toutes les années 2000. Donc De à ouf. partir de là, c'était tout trouvé. Non, grave, en effet. Concernant la deuxième actualité, l'actualité qui me fait plus que plaisir pour le coup, les Los Angeles Lakers qui vont ériger une statue à l'honneur du parrain, moi celui que je considère comme le sosie de Michael Douglas, Pat Riley, le chef d'orchestre du Showtime, qui sont les plus belles heures des Lakers, Ouais. avec le trio Magic Worthy et Kareem Abdul-Jabbar, avec... voilà. Avant Warzy, d'ailleurs, même. Oui, même avant Warzy, oui, tout à fait. Au total, 5 titres, 4 titres en tant que head coach, 1 titre en tant qu'assistant. On peut pas faire plus logique, je pense. Puis un passage en tant que joueur aussi. Oui. Il était joueur de bout de Tout à banc, il a fait. disputé des finales NBA à l'époque de C'est Jerry vrai. West. C'est vrai, tout à fait. Quelque chose à rajouter dessus ou voilà, Non, on mais s'incline. Après la célébration de la salle du Heat, Oui. où maintenant que ça porte son nom, les Lakers suivent la ligne directrice où Pat Riley doit clairement être honoré par rapport à tout ce qu'il a fait dans la ligue en soi. Il y a une info, je sais pas si j'ai trop le droit de le dire, mais il y a une rumeur qui circule. Ouais. Ça serait la dernière de Pat Riley. cette année. Ouais, c'est ce que j'avais. On l'a abordé C'est, sur un précédent épisode justement, et en fait là il y a plein de choses qui arrivent comme ça. Bah ouais. C'est une info sûre. Hein. C'est une info sûre. Normalement, Pat Riley raccroche à la fin de la saison. Non, ça sent Ce bon. serait quoi. logique. Voilà. Ça sent bon et il était censé partir une fois que Miami gagnerait son dernier titre. Là, la fenêtre de tir elle est fermée. Là. Elle commence à se réduire et Butler est revenu cette nuit. Il a fait un excellent match d'ailleurs. Ouais, mais il est en embrouille direct avec Riley Ouais. et tout ça. C'est compliqué. Je sais pas si c'est de l'embrouille vraiment, mais Butler, Riley, Riley, il a l'habitude de s'embrouiller avec ses super. non, il a pas peur de rentrer dedans. il lui a dit ses 4 vérités à Butler. Hein. Il lui a dit, écoute, mec, si tu te mets pas dans la saison régulière, fais gaffe à la trade deadline. Hein. Comme il l'a fait avec Wade au moment où Wade est parti à Chicago, comme il l'a fait à LeBron. Tout à fait.
C'est un habitué. Non, il a pas peur de rentrer dedans dans les mecs pour pouvoir faire front. Donc, et c'est même tout à son honneur, hein, ce qui permet aussi de préserver l'institution du Heat et son niveau d'exigence et de légitimité auprès des autres joueurs, contrairement au Paris Saint-Germain en football. Donc, à partir de là, c'est tout à fait logique qu'une franchise comme les Lakers se permette d'honorer une telle entité. C'est un monument. Vraiment, puis c'est quand même, enfin, tu l'as justement dit, Vlad, c'est quand même, enfin, le Showtime, c'est lui, tu vois. Oui. Bon, c'est pas que lui, mais c'est quand même l'artisan, le chef d'orchestre. des plus belles heures de LA. C'est clairement un jeu qui a, je dirais pas révolutionné, parce que du run and gun, il y a des gens qui l'ont fait avant. Ça ressemble quand même pas mal d'une certaine manière à comment les Celtics jouaient dans les années 60. Mais voilà, le fait est qu'ils ont surdominé une décennie, qu'ils ont marqué même culturellement comme jamais, enfin les États-Unis. Bien sûr, les États-Unis, bien sûr. Puis Pat Riley, franchement, c'est son prime. Après tout ce qu'il fait derrière New York, c'est excellent, où il se réinvente. Derrière Miami, même si Miami c'est moins en tant que coach, ça part de plus loin Miami en termes de statut, bien sûr. C'est ça. Donc franchement, non, Pat Riley, légende, on en parlait juste avant en off, c'est clairement pour moi l'un des 2 meilleurs coachs de tous les temps. Voilà. C'est le premier. Très cher auditeur, très chère auditrice, on va remettre cette idée-là. Vous avez tous compris quel était le sujet. Voilà. On va traiter ça. Et on emmerde Phil Jackson, voilà. En tout cas, un très très grand homme et en effet, ça va très certainement être sa dernière saison et je pense que là on a quand même eu un sacré chapitre, voire plusieurs chapitres qui vont se fermer. Popovic aussi. Oui, en plus je pense que lui aussi, il y a moyen. Lui, il annoncera pas, mais je pense que ça sera sa dernière saison également. Ça sent bon. Hein. Ça se terminera avec une lettre ou un truc du genre à l'ancienne. Non, mais un communiqué, 3 lignes. Un télégraphe. Non, mais ce qui est bien avec les Américains, c'est que tout sport confondu, il y a un honneur qui est fait, quelle que soit la discipline qui est prononcée, du baseball jusqu'à la MLS, et ils vont même s'arrêter pour saluer Greg Popovich. Enfin, il n'a pas encore prononcé. Ouh là là, j'étais déjà là-bas. Mais pas de trailer, ça sent bon, et tout le monde va s'arrêter pour célébrer le bonhomme. Bien sûr. Non, clairement. En tout cas, merci. J'espère juste que la statue, elle ressemblera à quelque chose. Oh putain, ouais. C'est la vraie question, quoi. Ah écoute, mais c'est fou, mais les Lakers c'est trop quoi. C'est quoi cette franchise à étoiles quoi? Il y a trop de mecs forts. C'est oh là là. C'est sûr, ça change de Portland. Hein, Je veux. Bon, changeons de sujet parce que et encore statut de Bill Walton. Et franchement, encore dans les années 70-80, ça va quand même Portland. C'est pas dégueu. Ouais, mais Sam Bowie, le virage là, on a vraiment mal pris. Puis bon, vous avez quand même l'un des joueurs les plus charismatiques et élégants aussi de l'histoire, Clyde Drexler. Oui, c'est vrai, mais il est parti pour gagner aux Rockets, donc ça m'intéresse pas. Attendez, il y a un vrai débat, genre. Vous le trouvez charismatique, Clyde Drexler? Moi, je le trouve charismatique de ouf. Ah, si, quand même. Je trouve qu'il a 0 dégâts. Alors, il est hyper élégant, très sous-estimé, joueur très très fort, un des meilleurs arrières de tous les temps. Ok, mais il a 0 dégaine, Clyde Drexler. Non, alors dégaine, tu parles vraiment de dégaine ou plus de leadership pour le coup? Non, je parle d'aura. Je parle de ce qui dégage. Je sais pas, moi. Je trouvais. En fait, il faisait grave daron avant l'heure, en fait. C'est un tonton. Le mec, il avait 22 ans, c'était un tonton. Ah oui, mais justement, c'est sur ça, je le trouve trop stylé. Je le trouvais trop stylé sur ça. Non, mais sur ça, je trouve que t'es dur, mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est sa calvitie aussi, là, qui est arrivée. En plus, il a conservé longtemps de tout dégainer depuis longtemps. Le vieux enlève ça, on n'en parle plus. Et là, en parlant de Pat Riley, il est né en 45. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Il est né en 45, il est né de l'année de Beckenbauer. Hein. C'est des vieux papas. C'est des sacrés papas. Hein. Je pense que là, c'est même des arrière-grands-papis. Là. Là, pour le coup, peut-être moyen. La descendance, elle doit travailler, c'est le moment. Hein. Je te jure. En tout cas, merci Pat pour tous les travaux. Troisième actu, alors c'est un peu ma petite touche personnelle et je trouvais ça agréable et
fallait le noter. C'est c'est comment dire, c'est l'association des arbitres de la NBA qui lance, on va dire, leur podcast entre guillemets, leur podcast vidéo sur YouTube. Il y a eu un premier épisode qui est sorti hier, donc le podcast entre guillemets s'appelle le NBA Referee Roundtable, donc le tour de table des arbitres NBA, et qui est très agréable. Un premier épisode d'environ 25 minutes où on a surtout des vieux de la vieille. On a Sean Corbin, James Capper, Tony Brothers, Scott Foster et Tom Washington. Voilà, comme ça on met les bases, qui discutaient vraiment des différences, enfin déjà de leurs expériences, on va dire en tant que jeunes, en tant que rookies dans la ligue, ainsi que de la différence entre ce qui s'est passé dans les années 90 et la NBA de maintenant, avec les différents regards, les différences de comment s'entraîner, se préparer, etc. C'est super intéressant. Donc pour les anglophones, je vous invite à le consulter. C'est plutôt intéressant, même s'il y a des arbitres qu'on n'aime pas forcément dans le tas. Coucou Scott, au passage. Mais voilà, moi je trouvais que c'était mon petit point d'honneur sur ces actus qui est très, très intéressant. Donc si vous pouvez y jeter un coup d'œil, franchement ça vaut le coup. Je pense qu'il y a moyen d'avoir la matière. T'as raison de faire le clin d'œil, parce que en vrai, les arbitres quand même, même moi je suis un des premiers à cracher dessus quand ça va pas, tu vois. Et je trouve quand même que c'est un métier qui est très mal compris, parce que mine de rien, tu vois, c'est beaucoup d'interprétation, mais t'appliques la règle à la lettre, mais en même temps il y a une part c'est un truc humain, tu vois. Donc il y a une part d'interprétation. Et souvent d'ailleurs, on est souvent beaucoup à aimer, tu sais, dans un match de foot, de coupe, où l'arbitre il a son petit micro et tu peux entendre ce qu'il raconte, parce que tu te dis ok, c'est comme ça qu'il analyse le truc. C'est moins, c'est moins violent que t'es derrière ton écran, tu comprends pas ce qui se passe, tu fais mais qu'est-ce qu'il fait le frère. Donc je trouve que, et puis il y a plein de chaînes YouTube où il y a un gars, j'ai oublié son nom sur YouTube, un arbitre de foot qui fait justement de la vulga, où il s'enregistre en train d'arbitrer des matchs de nationaux, des trucs comme ça. Et je trouve ça c'est super intéressant, et je pense que c'est un vrai truc à développer. Ça permettra de faire un peu de pédagogie sur ce que c'est d'être arbitre, sur ce que c'est de juger le jeu, d'apprécier le jeu en tant qu'acteur, parce que mine de rien c'est un acteur, tu vois. Un acteur passif, lui c'est un acteur actif. Donc voilà, c'est cool. Non, il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive, et comme d'habitude, quand ça va des États-Unis, l'Europe va commencer un peu à s'inspirer. C'est ce que je crois, surtout vu la tendance actuelle au niveau politique. Clément Turpin en podcast, let's go. Justement, mais c'est ce qu'on attend, quoi. C'est ce qu'on attend, parce que il y a toujours cette image négative qu'on a de l'arbitre. Ça, c'est incontournable pour tout supporter classique de n'importe quel sport. Et le fait qu'on soit dans l'ère vraiment de la communication la plus élevée qui soit, ils mettent en place un podcast dans lequel les arbitres s'expriment. Ça va davantage, à mon avis, aussi réduire le degré d'anxiété et d'animosité qu'on pourrait avoir pour certains, et même leur accorder du respect par rapport à leur activité, à leur perception des choses. Ça peut vraiment amener à des choses à pouvoir se tasser. Maintenant, si dans ce podcast, ils commencent à inviter des joueurs, là, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Ça peut être très intéressant, en effet. C'est vrai que c'est quelque chose. Même sur des analyses de jeu, c'est-à-dire là comment ça se passe. Non, franchement, ça. Il y avait déjà depuis déjà pas mal d'années, ESPN qui se prêtait à l'exercice en mettant en tant que consultant arbitre Steve Jamie, qui est considéré comme l'un des GOAT, on va dire, de l'arbitrage NBA, en tout cas de l'un des plus respectés, qui est intéressant. Donc je pense que ça va un peu dans Steve Javie, pardon, pas Jamie, qui va dans ce sens-là. qui va dans ce sens-là. Donc je pense que c'est super intéressant. Après, pourquoi pas en effet confronter des joueurs. C'est vrai que ça peut être une excellente idée pour avoir à la fois l'appréciation vraiment côté arbitre et l'appréciation côté joueur. Et c'est là aussi la différence. Et après, je vais clore cette parenthèse. Mais la chose qu'ils mettent énormément en avant, c'était que dans les années 90, les arbitres étaient surtout préparés mentalement à réagir en cas d'incident. Donc, ce qu'on entend par incident, c'est altercation, trash talk, bagarre, etc. Et maintenant, la ligue est devenue plus calme, entre guillemets, en tout cas moins, en tout cas elle chauffe moins rapidement, et en fait maintenant ils se sont beaucoup plus préparés vraiment au jeu, c'est-à-dire à des situations ambiguës, donc des situations de prise de charge ou vraiment de situations vraiment
ambigus, mais qui ont vraiment lieu avec le jeu. Et c'est là quand même qu'on voit la différence. Il parle aussi du spacing, où on est passé dans les années 90 à une moyenne de 9000 tirs à 3 points, toute équipe confondue sur la saison. Maintenant, on est quasiment à 100 000. Donc, ça prouve la différence. Différence des 4, on dirait des 2, là. Puis je pense aussi qu'il y a une dimension de communication. Tu vois, là, au-delà de la communication avec les joueurs, qui a toujours été le cœur du métier d'arbitre, tu vois, tu as aussi la communication maintenant qui est vis-à-vis des fans, tu sais, post-game. Oui. Surtout que ça peut arriver que la NBA contredise des décisions d'arbitrage. D'ailleurs, ça arrive tout le temps à chaque fin de match. Genre, ils disent ah oui, là, il y a eu telle minute, il y a eu sur cette action, il y a eu un call, c'était pas le bon call. Donc, il faut aussi que les arbitres soient formés. D'ailleurs, ils le sont en NBA, à communiquer auprès du public, justement. Et donc ça peut aussi faire partie d'un processus pour les humaniser un peu plus. Et tu parles d'inviter un joueur. Moi, je suis chaud à faire un face-to-face octogone sans règles entre Scott Foster et Sikisu. Je pense que ça pourrait être marrant. Ça, c'est le divertissement. C'est ce qu'on veut voir. Là, en effet, il y a quoi. Et on fait un petit pay-per-view sur Netflix ou un truc du genre, là. Voilà. Non, sur HBO. Non, mais tu rajouteras John Rondo qui aussi ne sait pas beaucoup se taire non plus, qui pense avoir toujours raison selon Kevin Garnett, donc ça peut être très chaud. Il y a un petit passif avec Chris Paul, là, donc ça peut être marrant. Petit Gros. Tu peux changer l'adjectif. Il y a une petite patate, alors ça arrive. Ouais. Oh, merde. Aïe. Et bah écoutez, très bien pour cette petite actualité. Et la dernière, pareil, pour notre plus grand bonheur, Inside the NBA qui était censé disparaître à la fin de la saison, hein, vu que TNT, donc la boîte de production Warner, n'avait plus de droits pour diffuser. Ouais, pour la NBA, mais Inside the NBA va quand même survivre et continuer, car ESPN va reprendre le concept avec donc son cast original. Pour le début de saison 2025-2026. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, je pense, dans l'espace médiatique NBA. Pour le coup, est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus, messieurs ? Non, c'est une référence majeure. Voilà. Donc autant que ça continue. Franchement, les gens, ils ont encore faim. Donc non, tout est bon pour continuer. Les mecs ont encore la dalle, quoi. Ça se ressent, en fait. Donc quand l'énergie est là, je vois que l'Audima répond présent. Et sans compter que c'est un Audima qui devient non américain aujourd'hui. Non, voilà. Donc, le nombre maintenant de confrères à nous qui commencent à se référer aussi à cette émission commence à clairement grossir. Donc, tout le monde a gagné là, dans cette affaire. On parle d'une émission qui date de 35 ans. Ça, depuis 89, ça existe. Oh, donc, on a grandi avec. Ça a bougé entre-temps, mais... Oui. Voilà. Oui, un petit peu. Il a un petit peu bougé, en effet. Il a un peu évolué. Mais c'est vrai que, limite, c'est une partie de la famille qui pouvait potentiellement partir, quoi, parce que... C'est ça. Voilà. En vrai, c'est le repas de famille, là. Il y a les fêtes qui arrivent. Ça va être, c'est Noël, tu vois. C'est Noël. T'as tonton, il va être chiant. Tu sais, t'as le tonton aigri. C'est Shaq, ça va être, non, Shaq, c'est le tonton relou. Tonton écrit, c'est carrément Barclay, tu vois. Shaq, il abuse. En fait, c'est ça le problème avec cette émission, c'est que j'ai quand même l'impression qu'elle s'essouffle un peu, qu'elle est un peu too much. Après, si tu me dis que l'émission elle est reprise, j'espère que c'est les mêmes techniciens, les mêmes personnes derrière qui perdent pas leur job. Je sais pas, parce que ça va d'une chaîne à une autre. Ça se trouve, ils gardent la même production. Ouais, c'est possible. J'espère juste que ces gens-là gardent chacun, avec les différents contrats de chacun, les différentes exclusivités qu'il y a dans les contrats. Moi, je veux juste qu'ils gardent le underdog, voilà, le gars de la technique qui fout toujours le bordel. Mais bon, voilà, c'est... En tout cas, en espérant en effet que ça ne change pas trop et que l'ADN justement qu'ils ont pu avoir sur TNT puisse être conservé sur ESPN. En tout cas, ça reste une excellente nouvelle tout de même. Eh bien, écoutez, messieurs, parfait pour les actualités de cette semaine. Ce que je vous propose de suite, c'est qu'on passe au débat de la semaine avec l'introduction de Loris. Et si on s'allumait un bon feu ? Et aussi, si on prenait le temps de se poser, de discuter, sans fioriture, sans mise en scène, sans, pour ceux qui ne me connaissent pas, sans Holland, hommage, tout ça, sans voix dans ma tête, juste vous et moi. Et surtout, si on parlait un peu de santé mentale. Je sais que c'est un sujet sensible et qui, malgré ce qu'on veut nous faire croire, touche de plus en plus de personnes de ma génération, voire même de celles qui arrivent après. Je ne suis pas un expert en la matière, loin de là,
Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est uniquement mon propre ressenti, avec mes mots, et surtout mon expérience. J'espère donc que je ne ferai de mal à personne au travers de cette chronique, croyez-moi, c'est même l'inverse. Et si vous pensiez que vous allez rigoler dans cette chronique, je m'en excuse, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Mais très sincèrement, sur un tel sujet, je pense que ça ne s'y prêtait pas trop. Et pour finir la mise en contexte, je ne suis pas à plaindre, loin de là. J'ai un toit au-dessus de ma tête, je mange à ma faim, j'ai un boulot stable et je parle de basket tous les jours de ma vie. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais je pense que c'était nécessaire de le dire. Mais il y a des choses, des événements dans votre vie qui font qu'un jour, ça va moins bien. Jusqu'à ne plus aller du tout. Ça peut être une rupture amoureuse, une embrouille avec votre famille ou des gens que vous estimez comme tels, la pression au travail, les factures qui s'accumulent ou encore l'impression de ne pas avoir de but dans sa vie. Il y a aussi l'impression que les gens ne nous comprennent pas, ou pire, qu'ils ne nous écoutent pas. Comme si on était plongé au fond de l'océan et qu'on hurlait de toutes nos forces. Et le truc, c'est qu'en tant qu'homme, on n'est pas toujours chaud à l'idée d'en parler parce que moi, fort viril et tutti quanti. Et ce qu'on garde au fond de nous, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et le jour où il y a trop de soupe dans la marmite, ça déborde, ou pire, ça explose. Si je vous parle de ça depuis tout à l'heure, c'est parce que j'y suis passé aussi. Des moments où des frustrations, des douleurs et des ressentiments, enfouis au plus profond de vous, veulent à tout prix sortir, mais vous n'arrivez pas à mettre des mots sur des mots. Ce qui fait que vous n'arrivez plus à gérer votre humeur, passant de heureux à triste, de tranquille à énervé, etc. etc. J'ai mis quasiment 10 ans à aller chez la psy et pouvoir exprimer tout ce que j'avais sur le cœur. Mon constat, putain ça fait du bien. Et là je vous parle à ma toute petite échelle dans ma vie de trentenaire de classe moyenne. Je précise classe moyenne parce que j'ai toujours pensé que l'argent faisait le bonheur. Alors oui, ça aide, notamment quand tu as des enfants à nourrir, mais dans le fond, pas tant que ça. Parce qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. Et pour ça, il faut parler de Kevin Love et de Demar DeRozan. En 2018, tous les deux prennent la parole tour à tour pour parler respectivement de leur dépression et de crise de panique. Un acte anodin, mais qui a permis de libérer la parole sur ce sujet si intime, mais si précieux. Kyrie Irving, Paul George, Rudy Gobert ou encore Ricky Rubio, et plus récemment Kyle Singler. Tous ont eu à lutter contre cet ennemi invisible, mais qui pourrit le quotidien. Certains ont même failli commettre l'irréparable, comme John Wall ou Dennis Rodman. On a longtemps sacralisé, voire divinisé les athlètes de haut niveau, tant ils nous paraissent inatteignables et intouchables, mais malgré l'argent, la fame, la gloire, la réussite, le succès et tout le positif qui en découle, ce sont des êtres humains comme tout le monde, avec leurs épreuves personnelles, leurs blessures cachées et les peines dont on ne soupçonne même pas l'existence. N'oublions jamais que le monde du sport professionnel et de la NBA est un monde dont on ne peut imaginer les répercussions sur la vie d'un homme. Pression médiatique, obligation de résultat, contrat non garanti, besoin de faire ses preuves, poids d'une équipe, d'une ville, voire d'un état entier sur ses épaules. Non, vraiment, on ne peut pas l'imaginer. Et je vais m'arrêter là pour la NBA parce que je pense que mes compères auront bien plus à dire que moi. Mais je voudrais terminer ma modeste tribune par un message positif, un message d'espoir, un message d'amour. Toi qui entendras ça, si ça ne va pas, n'oublie jamais une chose, tu n'es pas seul. Jamais. Trouve quelque chose qui te fait du bien, mais surtout, n'hésite pas à en parler. Et si tu n'as personne pour le faire, c'est peut-être pas grand-chose, mais mes DM sont ouverts. Aujourd'hui, ce n'était pas catch and shoot, c'était juste Loris. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous ai dit que ce serait sérieux aujourd'hui. Je vous l'ai dit. Du coup, il a tout dit, Loris, donc on peut arrêter les On peut arrêter, allez. On va dire quoi? Non, en effet, et juste pour compléter et ensuite passer donc au sujet du débat de la semaine, en prolongement de ce qu'a dit Loris, donc lui a eu le droit, en effet, à titre personnel, à un suivi. Mais si vous, de votre côté, qui nous écoutez, si vous ne sentez pas bien ou que vous avez besoin de parler ou quoi que ce soit, ce n'est pas une honte d'aller consulter quelqu'un, même si c'est juste son médecin généraliste ou quelqu'un, un professionnel de santé, peu importe qui c'est. Il y a le secret médical qui est là aussi pour vous protéger, donc il ne faut absolument pas vous priver de cela, et puis ça fait du bien. Voilà. Moi, j'ai une petite comparaison. Oui. C'est même si tu vas pas chez les médecins tout le temps quand tu chopes la crève, il y a un moment quand t'as vraiment la crève, tu vois, genre tu tousses tes poumons, tu fais du 39 de fièvre, tes draps ils sont mouillés dès que tu te lèves, bah tu vas chez le médecin, tu vois. Et le truc c'est que si ça va vraiment pas, bah faut aller voir faut aller chez le psy, tu vois. Genre c'est son travail et il y a pas de honte à ça, quoi. Non, clairement. Et puis, ce qu'il faut, histoire de démystifier, et après on passe vraiment au truc, c'est que le psy n'est pas là pour te juger. Le psy est là pour justement t'aider à comprendre ton propre mécanisme avec tes traumatismes, ton historique, etc. etc. Donc, voilà. Et quand tu vas consulter quelqu'un,
c'est jamais dans le jugement. Donc, faut absolument pas hésiter. Je pense que c'est très important, surtout vu les temps qui courent. Et je pense que le jugement, tu vois, genre pour aller plus loin dans le raisonnement, souvent le jugement, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Tu vois, où on a peur d'un jugement extérieur qui... il existe, hein, forcément, il existe ce jugement extérieur et je pense qu'on parlera justement de la pression de la société, du patriarcat et toutes ces choses-là. Mais la plupart du temps, en fait, cette peur, elle est injustifiée parce que, au contraire, là, on va parler de personnes qui ont eu le courage de parler et je pense qu'on est tous unanimes pour dire que ces gens-là, ils sont ultra courageux d'avoir parlé de ça, tu vois. Donc, je pense que, alors ça demande du courage, mais il y a rien de honteux en fait à en parler, au contraire. C'est même ultra courageux, quoi. Non, clairement, bah écoute, pour faire la transition parfaite avec ce que tu as dit, hein, je vais citer une phrase, enfin, même une citation, c'est « J'étais hanté par tant de choses que je ne disais pas, ou que je ne laissais pas sortir. Je n'avais pas la présence d'esprit ou le moyen de parler, je n'avais pas d'exutoire émotionnel en dehors du basket. » On parle de Kevin Love. Voilà. Il y a tellement de choses à aborder sur ce sujet, c'est tellement vaste parce que il y a en effet, il y a eu plusieurs. Alors maintenant, ça va faire pas très loin maintenant d'une dizaine d'années qu'on a vraiment des sujets. On parle de Kevin Love, on parle de DeMar DeRozan, on parle de Ricky Rubio, on parle de John Wall qui a eu des pensées très sombres lorsqu'il s'est gravement blessé, à l'époque. Enfin bref, il y a plein de... Il y a André Drummond aussi. Enfin, il y a énormément de monde qui commence vraiment, même Paul George, qui commence à s'exprimer sur le sujet. Très bon podcast. Bon podcast. Très belle chaîne de podcast de la part de Paul George, qui est l'un de mes 2 joueurs préférés des années 2010. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Moi-même, à titre personnel, je travaille avec un expert en intelligence émotionnelle parce que le sujet me parle déjà personnellement dans la mesure où j'ai rencontré aussi des secousses intérieures assez conséquentes et il n'y a pas que quand, non, parce que la prise de conscience n'est pas que quand vous traversez des situations difficiles, c'est pas vrai, mais nous savons que l'être humain marche en grande majorité avec les différentes expériences les plus frappantes qui puissent toucher pour se dire « Ah, en fait, ce truc-là existe ». Et quand, à l'époque, on entendait même de la base des personnes lambda qui ne sont pas sportifs, comme tu as dit tout à l'heure, Vincent, mais qui traversent cela, il y a cet effet de jugement qui est là, d'accord ? Mais qu'en est-il maintenant pour le milieu sportif ? Parce qu'on en a bon nombre d'exemples. Vous avez parlé de Kevin Love, DeMar DeRozan, des joueurs nés dans les fin années 80 qui ont performé au cours des années 2010. Là, on parle d'une génération de joueurs de basket NBA où la communication était beaucoup plus évidente que pour des joueurs des années 90. Et Dieu sait que vous avez bon nombre d'exemples des joueurs années 90, voire années 80, exactement, même avant. Julius Erving, quand il parle par exemple des effets de drogue qu'il y avait à l'époque dans la ligue, mais en fait, on se drogue pas exclusivement parce qu'on veut kiffer. Il y a une souffrance intérieure qu'on veut combler. Et quand Michael Jordan, pour revenir à Sa Majesté, malgré les avis de certains, là, encore une fois, là n'est pas le sujet, se permettait de partir à Atlantic City et de jouer pendant X heures au jeu de hasard, au jeu. Mais c'est pour couvrir une carence que traverse le monsieur intérieurement parlant. C'est peut-être une forme d'évacuation par rapport à une situation qu'il pourrait traverser, sans compter également son papa. Mais ça pose, tu vois, c'est autant le deuil du décès tragique et soudain de son père, de l'assassinat, que une fatigue également mentale. Parce qu'il y pensait, tu vois. Il l'a prise même avant qu'il soit tué, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et avant que tu puisses reprendre la main, qu'est-ce qui se passe avant la mort quelle est la relation qu'a Michael Jordan avec son père ? Il fait pratiquement toute chose de sa vie pour avoir l'approbation de son père. Que ce soit au basket, aux jeux de société, aux jeux de tout ce que connaissent le modèle américain en termes de jeu, on le sait. Et même avec son frère, il y a une forme de concurrence pour que papa puisse approuver ce que moi je fais, Michael. Mais quand maintenant papa est parti, il y a quoi derrière ? La raison d'être qui a amené à ce que Michael Jordan soit si performant sur un terrain n'est plus. Donc, bon nombre de personnes n'ont pas compris pourquoi il a pris sa retraite. Mais parce que la raison d'être qui le poussait à être aussi excellent n'est plus. Donc, il y a une perte de repère colossale. Il y a l'absence du paternel, ça c'est évident, mais également la raison qui me pousse à jouer de cette manière-là. Michael a été très clair là-dessus sur le fait que moi, je joue pour telle chose.
et pour que mon père également approuve ce que je suis. Mais quand maintenant il y a eu cette absence, il y a quoi derrière? Et c'est tout à fait compréhensible, quand on comprend les choses de l'intérieur, qui est cet aspect de j'arrête. Parce qu'il n'y a plus rien qui me pousse. Nous, quand on regarde de l'extérieur sans comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain, on ne comprend rien. Il a tout gagné, il gagne 30 millions de dollars par an, il a un contrat avec Nike. Pourquoi Michael il arrête? Il est fou. Mais non, il n'est pas fou, gars. C'est simplement toi qui manques d'intelligence émotionnelle. Puis pour continuer là-dessus, je pense que déjà Michael, je pense qu'il avait quand même une fatigue émotionnelle après le premier sweep parce que bien sûr. Voilà, c'est tellement exigeant, c'est tellement de pression. On y reviendra, on détaillera un peu plus tard. Mais voilà, surtout quand tu es Michael Jackson, mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est un peu Michael Jordan, tu es Michael Jackson, tu es l'être humain le plus connu au monde et le plus observé. Donc, tu vois, le lapsus est révélateur dans le sens où c'est le même genre de pression, j'imagine, qu'ils ont dû subir, même si pour le coup. Ils ont une autre type de relation au père, Michael Jackson. Oh là là. Ouais, là pour le coup, oui. Et aux enfants, j'espère aussi pour MJ. Mais c'est important aussi de commencer par l'anecdote de Jordan pour dire que, enfin l'anecdote, c'est pas une anecdote, mais en tout cas le cas de Jordan, parce que c'est pour montrer que ça existait avant et que ça n'a pas touché que des petits joueurs, ça a aussi touché des grands joueurs qui sont des gars qu'on imagine, qu'on idolâtre comme des winners ultimes, des gens qu'on peut pas imaginer, tu vois, traverser des moments comme ça parce qu'on se dit non, lui ça l'atteint pas, il est trop fort pour ça. Mais des mecs comme Bill Russell, il a traversé ça à un moment de sa carrière. Des gars comme Lou Alcindor, Karim Abdul-Jabbar, au moment où le mec qui l'a converti à l'islam se fait assassiner et que ça va plus avec les Bucks. Entre cette période-là, donc qui va de 75 jusqu'à 80, quand il commence à reprendre. Ouais, 80. Ouais, quand il commence à reprendre du plaisir à jouer avec John Magic, c'est un gars, il aurait pu très bien mettre sa carrière, arrêter sa carrière 1000 fois, parce qu'il allait pas bien, parce qu'il était perdu et que ça allait pas quoi. Et c'est important de préciser justement que, tu vois, les mecs. Même si on en donne une image de super-héros, même si tout le storytelling que la NBA raconte, que nous on raconte, qu'on transmet aussi d'une certaine manière, tout ce qui fait qu'on aime aussi la NBA, derrière c'est pas des super-héros, c'est pas Superman, c'est des personnes qui ont des faits durs, qui sont des êtres humains quoi. Vas-y Vlad, excuse-moi. Non, vas-y, je te vois rebondir, donc vas-y, profite-en. Ok, pas de souci. Il y a un exemple d'un joueur qui n'est pas une star, mais qui provient d'un milieu socio-environnemental qui correspond à une grande majorité des joueurs NBA. Et là, encore une fois, je vais revenir sur des joueurs 90, années 2000, en parlant de Darius Miles, de l'époque des Clippers, qui avait une superbe génération avec Corey Maggette, Lamar Odom, Elton Brand, j'allais dire Michael Olowokandi. Mais Lamar Odom, on peut en parler aussi, tiens, du cas. Oh là là, mais j'ai dit un nom sans pour autant avoir pensé à lui. Mais ce qui est intéressant avec Darius Miles, c'est qu'il mentionne qu'il vient d'un milieu qui est quand même difficile. Et on sait que bon nombre de joueurs présents dans la ligue des années passées, ou même présents, ne viennent pas non plus des milieux aisés. Attention, les milieux aisés ne veulent pas dire... Oui, ça commence à changer, mais bon, on sait qu'il y a toujours des difficultés. Mais cependant, nous savons que les milieux aisés ne sont pas épargnés par rapport à la problématique qu'on aborde, mais... Quand toi, tu es issu d'un milieu difficile, issu de classe populaire, tu t'appelles Darius Miles, tu commences à être mis en avant, tu commences à être appelé de partout, et que tu n'as pas grandi en étant formé intérieurement à gérer cette position de semi-star dans ton environnement dans lequel tu as grandi, mais tu t'exposes à des propositions auxquelles des fois tu n'es pas prêt. Et quand Darius Miles a commencé à connaître ses premières situations d'anxiété, il s'enfermait chez lui. Et quels étaient les points majeurs qui l'ont amené à s'enfermer comme ça? Je crois qu'il y a eu la mort de la grande maladie de sa mère, de sa grand-mère. Et il disait même, je me suis enfermé, j'ai pas mangé, la maison sentait mauvais. Heureusement que personne n'est venu me voir en ce moment même, parce que j'aurais pu prendre une arme et abattre quelqu'un. C'est pour vous dire à tel point que ce qu'il traverse intérieurement, c'est pas une affaire d'argent.
Ah non, c'est... Et l'argent n'a pas la capacité de résoudre ce genre de problème. Non, c'est bien au-dessus de ça. Tu peux te faire aider avec de l'argent, ce qui n'est pas le cas des prolétaires. Hein. Surtout aux États-Unis, où on voit depuis le premier mandat Trump qui a fermé, qui a coupé beaucoup d'aides aussi pour l'aide aux personnes mentales, enfin l'aide aux personnes atteintes de maladies mentales, ce qui fait que beaucoup se retrouvent SDF aujourd'hui aux États-Unis et qu'on se retrouve avec une sorte de voilà, il y a un fléau du fentanyl et beaucoup de gens qui tombent dans la drogue et dans la rue et enfin suffit d'aller visiter New York ou Philadelphie ou Los Angeles. C'est une catastrophe. Philadelphie, c'est le pire gare de bus ever. Je tiens à la rappeler. Mais c'est un enfer. Et pour juste faire un parallèle, tu vois, on attend des joueurs NBA, tu vois, enfin on attendait, maintenant ça commence, ça tend à évoluer, tu vois, qu'ils soient justement qu'ils soient des rocks. Et pour faire un parallèle, c'est un peu comme, je pense on n'a pas tant d'années d'écart, mais c'est un peu comme ce qu'on exigeait de nos darons, tu vois. Nos darons dans des familles un peu prolo comme ça, ils étaient là, c'est eux qui ramenaient à manger, ils se tuaient à la tâche à l'usine, et puis ils rentraient, ils avaient taffé toute la journée. Et leurs problèmes, on n'attendait pas à ce qu'ils les sortent et donc ils intériorisaient leurs problèmes. Ça a donné de l'alcoolisme, ça a donné des violences domestiques. Des violences domestiques aussi, même si bon, ça il y a d'autres facteurs, mais en même temps c'est ça, c'est un peu. T'as raison de faire aussi le parallèle parce que c'est aussi cette forme de patriarcat où l'image de l'homme, c'est l'homme fort et l'homme fort, quand ça va pas, il ferme sa gueule et puis il avance, tu vois. Mais oui, il y a ça, et puis il y a aussi, je pense, parce que moi, ça me refait penser aussi directement à un cas, je saute un peu du coq à l'âne, c'est des cas comme Delonte West, où là, c'est de l'après-carrière. Et Dieu sait que la NBA, ne serait-ce que lorsque tu rentres en tant que rookie dans la ligue, il y a tout un programme d'accompagnement pour pouvoir justement bien gérer ton budget, bien gérer tes contrats, etc., vraiment sur l'extra sportif. Mais par contre, c'est vrai qu'une fois que la carrière est finie, alors même s'il y a aussi des programmes, on va dire, de suivi, mais qui sont quand même bien moins forts pour le coup, mais malheureusement, c'est le cas de plein d'autres noms. Hein. Je pense notamment aussi à des Antoine Walker qui s'est retrouvé mais ruiné comme pas possible. De là à parier sa bague de champion NBA au poker. Enfin, la 13 Sprewell, pareil, lui qui a été bien repris pour le coup par les Knicks, hein, et les Knicks ont fait un vrai travail en le remettant un peu au devant de la scène sur les différents programmes de charité pour la communauté, etc. Mais c'est très dur. Et puis surtout aussi la genèse de ce sujet, c'est notamment le cas de Kyle Singler qui est plus qu'alarmant, enfin qui s'est mis sur Instagram à mettre des posts, mais le gars est complètement transformé, quoi. C'est affolant. Elles font vraiment froid dans le dos, ces vidéos, parce que t'as l'impression qu'il est complètement possédé, en fait, le type. Non, mais il est plus... Là, en fait, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que là, il y a une vraie crise identitaire qui amène justement à ces symptômes les plus déplaisants, les plus alarmants. Et en fait, avant de revenir sur le cas de Singler, parlons un petit peu des joueurs qui partent en retraite. Parce qu'en fait, on parle des joueurs qui ont fait carrière, mais également des joueurs qui sont rookies, qui ont fait toute leur vie. La moyenne d'une carrière d'un joueur NBA de combien ? Je crois que ça dépend. C'est 4 ou 5 ans, je crois. Ouais. C'est 4 ou 5 ans. Voilà, c'est 4 ou 5 ans. Ça veut dire quoi ? C'est que là, tu as affaire à 4 ou 5 ans, 4 à 5 années de joueurs NBA classiques, qui après, il n'y a plus rien. Pour beaucoup, il n'y a plus rien. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter pour des joueurs qui ont fait 4 à 5 ans, c'est vrai. Mais qu'en est-il maintenant par rapport à Chris Bosh, qui est clairement tombé lui aussi en dépression, qui est un très bon exemple là-dessus, où il disait « J'ai rien à faire. J'ai commencé à faire de la musique, mais ça, j'accroche pas parce que j'ai rien à faire. » Mais les mecs se sont identifiés à leur sport. Ils n'ont pas pris en considération qu'ils étaient beaucoup plus que leur simple discipline. Vous êtes plus que votre simple emploi. Donc, quand celui-ci s'arrête et que vous êtes toujours dans l'image que vous êtes un sportif, mais ça devient, mais vous devenez même insupportable pour votre épouse et pour vos enfants.
Mais J'ai des exemples perso qui. vous devenez imbuvable au quotidien. Vous commencez à vous lever à 6h du matin. Vous mettez des pressions à vos enfants. Mais vos enfants sont différents de vous. Mais Chris Bosh n'y a pas échappé. Il a eu le courage de pouvoir s'exprimer par rapport à ce sujet. Bravo à lui, franchement, parce que c'est vraiment figure de point là-dessus. Et surtout, même son arrêt de carrière, en fait. Parce que c'est un caillot dans le mollet qui l'a amené justement à s'arrêter, en disant, en fait, on peut pas soigner ça. Et c'est même une fissure pour ce genre de personne, parce qu'il se dit, j'ai encore le niveau, je peux encore performer, pourquoi moi je m'arrête alors que je mérite pas? Et l'accepter devient extrêmement compliqué, et ce qui conduit en effet à ces états dépressifs. Et puis encore, Chris Bosh, tu vois, c'est un mec qui a gagné des titres, qui a eu la chance d'avoir une carrière de Hall of Famer, tu vois. Tout à fait. Je pense à des mecs, imagine, genre Craig Oden, tu vois. Lui, c'est un sacré cas, lui. Hein. C'est très compliqué, même à ce jour-là, c'est encore très compliqué pour lui. Hein. Ça va mieux parce qu'il s'est fait aider, qu'il est sorti de cure de désintox et qu'il maintenant il est retourné à la fac et je crois qu'il est assistant coach. C'est ça. À Ohio State. Oui. C'est ça. Je vais le dire correctement. Mais du coup ça va mieux, mais il y a un moment où ça pas allé du tout. Là, le moment où il passe en Chine, où il a frappé sa petite amie, où il a pris beaucoup d'alcool et d'antidouleurs. Voilà, c'est un gars qui a touché le fond parce que son rêve lui a été coupé sous le pied, sans mauvais jeu de mots, tu vois. Et c'est ça aussi. Tu parlais des gens qui avaient la chance d'arriver en NBA, de faire 4 ans et ciao, ce qui est l'écrasante majorité des gars qui jouent en NBA. Mais quid? Parce que ça, c'est cette écrasante majorité des gars qui jouent en NBA, c'est les rares élus, tu sais, c'est les 0,01% qui arrivent. Puis de tous les gars qui, en fac, au lycée, ont tout misé sur le basket. Et frérot, maintenant, t'as 21 ans, va falloir trouver quelque chose à faire. Mais c'est bien que tu parles de ça. Je fais le parallèle avec le monde du football européen. Geoffrey Kondogbia parlait de ça, joueur de l'Olympique de Marseille. T'es au centre de formation, on te vire. Oui. Et là, maintenant, on te dit qu'il faut reprendre le métro, RERD, RERA. Mais tu connais rien. Tu vois, en fait, là, en fait, c'est là où tu vois que le monde du sport semi-professionnel et professionnel en même temps à la fois te met dans une bulle dans laquelle, une fois que tu sors, il faut réadapter ton système de pensée à la vie courante. Mais en fait, ça se comprend complètement. Aujourd'hui, en faisant cette analyse-là avec vous, messieurs. Mais qu'il y en ait qui vrillent. Mais que les mecs lâchent. Ah oui. Que les mecs pètent les plombs. Franchement, tu réfléchis, c'est logique. Mais alors, est-ce que dans ce cas, justement, vu qu'on arrive un peu sur ça, donc il y a, on va dire, une notion de performance, voire de surperformance, parce qu'en effet, les 450 joueurs en NBA sont, entre guillemets, des élus, si je peux dire ça ainsi. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'en fait, on n'arrive pas tout simplement, et je vais faire un peu le parallèle cette fois-ci avec, entre guillemets, la vraie vie, est-ce que c'est pas un modèle, en fait, qui arrive tout simplement à bout de souffle? En fait, le capitalisme, non mais, ça, ouais, je pense que ça va avec, parce que pour le coup, moi, j'ai un bagage professionnel où je traite notamment les risques psychosociaux. En tant que préventeur, moi, je suis sur la prévention des risques professionnellement. Et des chiffres, histoire pour pas effrayer, mais là, je vais prendre le cas du marché français. Parmi les actifs français, il y en a quand même d'être toujours pressé, de toujours avoir une pression. Il y a 40, je vais vous donner des chiffres, c'est l'INRS, comme ça au moins on va vraiment donner des vrais stats. Parmi les actifs français, il y a plus de 45% qui déclarent devoir tout le temps se dépêcher, 27% qui déclarent devoir tout le temps cacher leurs émotions, faire semblant d'être de bonne humeur, et il y en a 9% qui disent devoir faire des choses dans leur travail qu'ils désapprouvent. Donc là pareil, il y a aussi une notion de subordination vis-à-vis de son management, aussi un modèle de management peut-être à réfléchir, à revoir. Il y en a aussi qui, à hauteur de 30%, qui signalent avoir subi au moins un comportement hostile dans le cadre de leur travail. Voilà, il y a plein de chiffres
qui mettent vraiment en avant, en fait, je pense tout simplement, alors c'est peut-être un raccourci que je vais faire, mais vraiment la limite d'un modèle économique, d'un modèle de production, d'un modèle sociétal, en fait, dans sa globalité. Donc, pour moi, l'un va avec l'autre, et le problème, c'est pareil. On prend le cas d'une carrière professionnelle où on s'arrête à 60, 61, 62, 63, jusqu'à 67 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on fait après ? Il y en a beaucoup qui s'emmerdent après leur carrière. Il y en a beaucoup qui... C'est pour ça que mon daron, il prend pas sa retraite. Hein. Voilà. Mais pourquoi il ne veut pas prendre la retraite, si je peux me permettre ? Et bien entendu, tu me corrigeras si j'ai faux, c'est évident. Parce que peut-être qu'il ne sait pas ce qui se passe après. Bien sûr. Oui. Et ça, c'est une peur colossale, par exemple, que Pat Riley ne connaît pas. Enfin, qui ne connaît pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que je crois quand même, hein, si je pense que sinon, il serait pas retiré aussi tard. Je te jure. Comment je peux dire ça ? Je me suis mal exprimé, veuillez m'excuser, très chers auditeurs et auditrices. Mais si Pat Riley ne sait pas ce qui se passe, mais ça peut se comprendre. En se disant, mais je fais quoi, en fait ? Mais... Parce que comme le disait Silvio Berlusconi, l'âge n'est qu'un nombre. Hein. Ok, je rebondis vite. Parce que... Bon, il n'a pas dit ça dans ce même contexte. Il n'a pas dit. Non, mais je voulais la sortir. Oh, c'est la petite punchline du podcast. Oui, t'as bien raison. Un peu de légèreté. Mais c'est bien même qu'on mentionne ce genre de bonhommes là, qui ont fait plus de 36 ans au pouvoir dans des institutions sportives aussi, parce qu'il n'y a pas que l'affaire des gens qui sont sur le terrain qu'on aime, il y a également ceux qui sont dans les coulisses. Les soirées Bunga Bunga. Non. Ça... Bah, tu vois, après, moi je dis on s'arrête et tu rebondis dessus. C'est bon, j'arrête, je te laisse continuer, vas-y. Non, mais en fait... Je peux dire qu'à San Siro, il s'est passé des trucs. Hein. Oui, on est au courant, hein, on aime tous, hein, mais soyons clairs, même pour ce genre de bonhommes-là, qui ont plus de 70 ans passés, pour eux, la retraite, ça n'existe pas, surtout dans ce genre de milieu-là, je pense. Les milieux de pouvoir, parce que c'est une addiction aussi, le pouvoir. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Vlad, sur le modèle de société, en fait... Je pense que, c'est pas, je pense, tu vois, c'est un fait, c'est les sociologues qui le disent, tu vois, le monde du sport et particulièrement de la NBA, c'est un fait sociétal, total. C'est-à-dire que tu as toute la société qui est résumée dans une ligue, dans un sport, et en fait, tout est exacerbé. Tu mets juste les trucs tu mets à fond les ballons parce que pourquoi ? Parce que c'est hyper médiatisé et en fait la pression que toi tu ressens dans ta boîte, un employé en NBA, que ce soit un joueur ou whatever, elle va être décuplée de fou. La pression donc interne et puis la pression externe, tu vois, la pression du résultat, elle va être là, c'est indéniable, tu vois. Et puis la pression externe également liée aux réseaux sociaux, je pense que ça aussi, ça fait exploser le truc. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu te faisais pourrir par 3 journalistes de ta ville. C'est ça. Bon, j'imagine que ça devait être l'enfer. Mais là, si tu te fais pourrir, tu fais un mauvais match, mon gars. Toute la terre est au courant. Toute la terre t'insulte. Se moque de toi. Il y a des mèmes. Il y a Shaq qui t'a trash talk, que tout le monde reprend le truc de Shaq. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, t'es face à un truc où t'es un peu seul face au monde, quoi. T'as dit un super exemple. Shaquille O'Neal. Il y a déjà, en fait, l'acharnement qu'il a eu sur Javel McGee. Oui. Quel enfer. Mais total. Ok, c'est marrant. Mais même sa mère à Javel McGee, qui est une ancienne sportive professionnelle, a dû réagir. Oui. Ancienne joueuse de WNBA. Oui. En disant, mais attends, mais laisse l'enfant tranquille. Et en plus, on sait que c'est pas une attaque qui est basée sur le sportif. On sait que c'est personnel. Oui, ça devient, au fur et à mesure, c'est devenu personnel, en effet. Ça devient de bully. Exactement, ça devient personnel. Sur le côté que Shaq lui-même, on l'a vu trembler. Il y a une citation dans le livre de Phil Jackson, 11 Rings. Il dit, quand je suis arrivé en 99, été 99, il avait déjà capté que Shaq avait des problématiques. Non, peut-être pas mentales, mais il y avait des peurs pour pouvoir gagner. Bien sûr. Mais de toute façon, on en a parlé longuement à l'époque du Dunkcast, quand on a fait le double épisode sur Shaq. Oui. On en avait parlé très longuement, de son rapport au père, lui aussi, avec son beau-père, justement, qu'il a élevé, qui a été très compliqué. Mais de toute façon, tout ça, ça part de trauma, parce que des traumas, tu vois, genre, on en a tous.
Ça peut être t'es pas obligé d'avoir vécu la guerre, d'avoir vu ta famille te faire tirer dessus, faire tirer dessus pour avoir des traumas. Tu vois, c'est con, tes parents ils ont divorcé, c'est un trauma. Ça peut être un trauma. Ça peut être un trauma. Ta mamie elle est décédée ou que sais-je, tu vois, ou t'as été humilié par un élève, par un prof ou je sais pas quoi. Et ces traumas-là, tu vois, on les a tous. Et forcément, dans un milieu où tout est amplifié, quand même la NBA, c'est d'autant plus difficile à dealer avec ces traumas parce que tout prend une proportion complètement disproportionnée, quoi. Absolument tout. C'est Nate Robinson qui donnait cet exemple-là une fois que Larry Brown avait quitté la team des Pistons champions, où il avait affaire à de bons vétérans et des joueurs, on va dire, confirmés dans la ligue. Et il arrive chez les Knicks, où tu as Nate Robinson qui vient d'arriver. Et Nate Robinson, dans le début de sa carrière, il évoque clairement les humiliations qu'avait Larry Brown auprès de Nate, auprès de lui-même. Il disait, mais tu sais plus qui tu es. Tu te perds. C'est-à-dire, maintenant, tu as peur de prendre des initiatives que tu faisais d'habitude et que tu sais faire de base. Donc là, on a affaire à un coach qui peut-être qu'il s'en rend pas compte, ou peut-être que c'est le cas, je ne peux pas me prononcer sur ça. Il reproduit un modèle dans lequel il était élevé. Il reproduit un modèle dans lequel il était élevé. Et surtout, il conserve le même modèle managérial qu'il avait avec les Pistons. Mais là, tu n'as pas affaire avec les mêmes personnes. Tu n'as pas affaire à la même franchise qui est au même niveau de dimension de l'époque, au cours des années 2000, où on connaissait le niveau des Pistons, au-delà des résultats, on connaissait les joueurs qui concernaient cet effectif-là. Comparez-le avec les Knicks, saison 2004-2005. 2005-2006, pardon. Ça n'a rien à voir. Et tu as Nate Robinson qui est la nuit immolée, quoi. Mais il y a un bon exemple, bon contre-exemple, c'est Popovich, d'ailleurs élève de Larry Brown, qui pour le coup a été très borderline, très limite dans sa manière de manager ses hommes. Toutes les anecdotes racontées par Tony Parker, tu vois, les Tony Parker Stories, c'est pour une fois Tony Parker il raconte des trucs, c'est vrai, tu vois. Et je suis content de voir que Popovich, tu vois, au-delà de comment il a su faire évoluer sa manière de coacher, c'est aussi dans son management. Et là, tu vois maintenant les jeunes, comment ils se comportent avec Wemby, comment ils se comportent avec Sohan, comment ils se comportent avec tous ces gars de la jeune génération. Et tu vois que son management, c'est vraiment, tu vois, genre un gentil papy. Et je suis content de voir comment son management a pu évoluer. Et je pense que ça nous fait une passe D sur justement, là on a fait un gros bilan sur comment en fait on peut faire évoluer les choses. Et je pense que la réponse elle est comme Popovich, en prenant conscience, tu vois, que reproduire les erreurs passées, reproduire des modèles qui ont montré leurs limites, ça n'a pas de sens. Et il faut apprendre à désapprendre en fait. À apprendre à désapprendre. Non, en effet, c'est un véritable signe de sagesse. Pour le coup, après, c'est aussi une vraie remise en question. Alors, justement, si on partait sur ce principe-là d'apprendre à désapprendre, d'où ça devrait venir ? Qui devrait insuffler justement cela ? Qui devrait impulser cette notion ? Je pense que c'est nous tous. C'est nous tous. Je pense que c'est les joueurs d'abord. Apprendre à relativiser les trucs, apprendre à gérer. Maintenant, on sait qu'ils sont beaucoup mieux entourés. Ils ont des coachs mentaux. Ils ont des psychologues dans les franchises. Bon, je pense à la pauvre psychologue des Spurs qui s'est fait agresser par Primo. C'est pas drôle, c'est vraiment. Josh Primo, ouais. Josh Primo, c'est pour ça qu'il a été cut par les Spurs. Il avait montré sa zigounette. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il a fait les Cobit. Je pense que il est même pas fort en plus. Je pense que enfin pas à cet endroit-là, je sais pas. Je pense que c'est aussi les fans, tu vois, nous fans, de prendre conscience et peut-être essayer d'être moins violent, moins virulent dans la manière dont on s'exprime et de la manière dont on vit notre passion. Même si une passion, c'est sûr que par définition, la passion, elle se vit de manière complètement folle, sans raison. Mais je pense qu'il faut remettre un peu de raison dans quelque chose qui est irraisonné et surtout comprendre que les personnes, ces joueurs, ce sont des humains, tu vois. Et souvent, on voit que les gens qui insultent des joueurs sur les réseaux sociaux, quand les joueurs les reprennent par le callback, ils font ah non, désolé, je ne pensais pas, mais à culpa. Et je pense que le plus gros, tu l'as spoté tout à l'heure, Vlad, c'est il faut qu'il y ait un changement de modèle de société et il faut que ça vienne d'en haut, structurel, tu vois. Tant que les franchises NBA où les boîtes continueront d'être gérées de cette manière-là, à vouloir faire du chiffre, à déshumaniser les gens, là tu perds. Enfin, on pourra pas s'en sortir, quoi.
Si je peux me permettre. Je t'en prie, termine. Je voulais dire, c'est cette course en fait au productivisme, à produire toujours plus, à la croissance, parce que c'est ça aussi en NBA, tu vois. C'est cette course au titre. On doit gagner de plus en plus rapidement. Et puis, tu sais, à une époque, si on disait, on doit gagner dans 4 ans. Là, on doit gagner dans 2 ans. Là, par contre, les gars, on a changé le coach. Là, il faut gagner maintenant. C'est cette année qu'on gagne. Et c'est aussi ça, tu vois. Je pense que de savoir prendre le temps. Mais c'est là où il faut congratuler l'organisation des Spurs et aussi des Warriors plus récemment, qui automatiquement a formé un système environnemental dans lequel les joueurs se sentent à l'aise, libres. Et ça n'a pas commencé seulement avec Steve Kerr non plus. Ça a déjà commencé avec Mark Jackson, déjà à l'époque, où Steph Curry avait pris une vraie dimension de jeu, que ce soit même Klay Thompson, ça c'est quelque chose qu'il faut signaler. Mark Jackson est pasteur, donc peut-être qu'il a pu mettre à profit également ses différents attributs en gestion humaine à profit des joueurs et de l'organisation des Warriors. Et automatiquement, ça a pu mener à ce que Steve Kerr puisse même lui dire merci. Parce qu'il y avait déjà une vraie base de travail qui a été menée et pas uniquement que basketballistique par rapport aux joueurs. Je pense que même la faculté à pouvoir apprendre et à assimiler un nouveau système, quand on parle de apprendre, désapprendre, ça permet justement à ce que le travail de Steve Kerr soit clairement amélioré. En termes de système, en termes d'organisation en général pour la Ligue et même toute forme d'organisation professionnelle, je pense qu'il est important à ce que les familles, déjà de base, avant de parler de sport, soient concentrées à construire leur enfant dans leur image personnelle. La connaissance de soi est le meilleur moyen pour ne pas être blessé quand autrui nous affronte ou va à l'encontre de nous-mêmes. Parce que si jamais vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez être automatiquement blessé par les différentes critiques, les erreurs que vous faites déjà vous-même, le panier que tu n'as pas marqué, le contrat que tu n'as pas signé, les millions que tu as échappé. Ben attendez, ça c'était Michael Jordan qui disait ça. Hein. Il disait, pour faire bien, il faut accepter au début de faire mal. Il faut accepter de mal faire pour bien faire demain. Puis il faut accepter l'échec. C'est surtout ça, en fait. C'est ça. C'est l'apprentissage. Et puis, tu vas... Step to success. De quoi ? Le step to success de Giannis, c'est plus ou moins ce que ça voulait dire. Oui, c'était plus ou moins ça, oui, en effet. Bon, c'est un peu de la langue de bois aussi, mais c'est plus ou moins... Il en faut toujours un peu de la langue de bois, après, ça fait partie du jeu aussi. Mais du coup, tu vas un peu sur un terrain que j'aimerais bien rapidement aborder. Il y a la caméra de Vincent qui a décidé de faire des siennes. Bon. Mais est-ce que ça va pas un peu aussi avec le maintenant ? C'est vrai qu'on voit énormément ça, et moi c'est un truc qui me... Alors, je vais peut-être dévier un petit peu, mais qui me rend complètement malade. Il y a eu des cas, notamment en France, dernièrement. C'est les parents qui cherchent à tout prix à se réaliser au travers de leur enfant pour retirer une frustration, des rêves qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes pas réaliser, enfin vivre par procuration de leur gamin, le projet Mbappé, le projet Wemby, là, tout ça, toutes ces conneries là. Le projet de Ginobili, il arrive fort. Non mais par contre, ça vrai bail. Ma meuf elle est prof en maternelle et en fait elle envoie. Oui. Comme ça, des parents d'élèves qui sont infects et qui pensent que leur gosse est HPI, que leur gosse ci, que leur gosse ça. Alors il faut qu'ils sautent de classe. Laissez-les c'est la première année de maternelle, gros. Vas-y, tranquille. Oui, ton gosse, il s'est empilé 3 trucs. GG. Mais vas-y, stop. Et là, dans le sport, c'est le phénomène des fameux daddies, le daddies d'Mbappé, même Tony Nadal, hein, qui a été un peu, bon, c'était l'oncle lui, mais voilà. Il y a plein de, c'est un truc qu'on voit, tu vois, il suffit d'aller voir un match de foot de district pour voir le nombre de darons qui gueulent sur leur gosse en mode vas-y, il faut y aller, machin. Et c'est super, ça pour le coup, il y en a plein en NBA, hein, le père Ball, c'est un exemple parfait. Ah, mais il est insupportable. Il a été le père de Ja Morant aussi. Je pense. Là, il a failli se battre avec Shannon, tonton Shannon Sharp. Il a failli en venir aux mains. C'est très compliqué cet aspect-là. Mais pourquoi maintenant aujourd'hui ? Mais si vous pouvez, messieurs, répondre à cette question, pourquoi à votre avis les parents se comportent comme ça ? Il y a une blessure narcissique à la base. Je pense. Oui. Enfin, ça va sur ça, parce que c'est vrai que
c'est vraiment les dernières générations de parents qui sont comme ça, hein, malheureusement. Le père de Thierry Henry était déjà comme ça il y a des années. Moi, Oh, quand même. Je sais pas. Comment il en parle pas la même chose. C'est pas la même chose. J'estime que c'est pas pareil parce que le père de Thierry Henry, si je peux me permettre de donner cet avis-là, ne partait pas dans l'optique d'aller à l'encontre de l'avis de l'entraîneur de Thierry Henry. Or que là, c'est ça où j'apporte une certaine nuance. C'est vrai qu'il était insupportable. Insupportable, non, c'est un mot qui n'est pas délicat. Il a fait quand même vivre un petit enfer. Mais bien sûr qu'il a. Mais même Thierry Henry, le reconnaît, c'est vrai. Mais il sait aussi que sans ça, peut-être que voilà. C'est pour ça que j'apporte une certaine forme de nuance par rapport à ce type managérial. Et ça convient pas à tout le monde. Pourquoi ça a évolué? Pourquoi peut-être c'est encore plus fréquent? C'est parce que dans le milieu du sport, que ce soit le foot dont on parlait et la NBA, il y a de l'argent à se faire. C'est aussi ça la vérité. Pourquoi tu veux un projet Mbappé? Tu seras content quand ton fils il aura gagné la Coupe du Monde. Franchement. Sartek, fiston, mais je serais super content quand mon fils il m'achètera un putain de yacht pour mon anniversaire. C'est ce qui va se passer. C'est ça aussi. C'est ce qui se passe. Moi, quand il y a de l'argent, il y a des convoitises. Mais pareil, tu vois le cas qu'il y a avec. Désolé, je vais déterrer un mec, mais qu'on voit tout dernièrement et qui fait entre guillemets bad buzz. C'est le gamin. Alors maintenant, il a 23 ans. C'est Julian Newman qui a été surmédiatisé par Ball is Life, bref, toutes les chaînes YouTube qu'il y a déjà depuis quelques années. Un gamin, le fameux, c'est même devenu un mème, le gamin qui fait le dribble de l'araignée, là, à tout va, mais qui est un joueur average, pour pas dire médiocre, mais qui a été tellement mis au devant de la scène que maintenant, il se ridiculise parce qu'il a pas réussi à choper. Quand il était adolescent, il n'avait pas réussi parce que c'était du basket champagne sans réellement de réels fondamentaux. Pareil, aussi, il y a le système des fondamentaux par rapport au basket qui est aussi pas mal à reprendre. Mais il n'y a rien qui va. Et puis là, il se fait défoncer parce qu'il a enfin trouvé une fac. Alors après, c'est de la NAIA, c'est même pas de la NCAA. Donc c'est vraiment des divisions mineures de chez mineurs. C'est vraiment des toutes petites facs. Mais le gars, oui, sur ses 3 premiers matchs, le mec, il a 3 sur 18 au tir. Enfin, il n'y a rien qui va. Ça va justement dans le sens, oui, des fameux projets, comme on dit, des projets Mbappé ou MB et compagnie. Enfin, laissez les gamins vivre. Si le gamin doit percer, il le fera de lui-même. Je pense que, tu vois, genre, au-delà de l'argent, qui a été un facteur dont on parlait juste avant, il y a aussi... dans la société dans laquelle on vit, tu vois, il y a moins un sens du collectif qu'il y avait avant. Oui. Et toutes les histoires qu'on te raconte, toutes les mythes sur lesquels sont basés sur notre société, c'est tout le monde veut être une star, tu vois, le quart d'heure de gloire, et c'est d'autant plus vrai avec les réseaux sociaux. Tout le monde veut son quart d'heure de gloire. Tout le monde pense que réussir sa vie, c'est être connu, être mis en avant. Et en fait, je pense aussi qu'il faut comprendre qu'on peut réussir sa vie sans avoir gagné des millions de dollars, qu'on peut réussir sa vie sans avoir une carrière NBA qui a été à la hauteur de ce que tu attendais, même sans avoir de carrière NBA tout court, j'en aurais pas, même si j'attends toujours l'appel à la draft. Tu vois, genre moi par exemple sur YouTube j'ai une série, elle s'appelle Bust, dans laquelle je raconte qu'il y a des mecs qui n'ont certes pas réussi à leur carrière NBA, d'un point de vue de ce qu'on pouvait attendre d'eux parce que c'était des numéros 1 ou des numéros 2 de draft, mais qui derrière ont quand même réussi leur vie. Tu vois, je prends le cas de Kwame Brown. Le mec, il a une carrière NBA très compliquée, mais derrière, il a très bien vécu le fait d'être un buzz. Il a mal vécu, mais tu vois, c'est pas Craig Oden, quoi. Il en a pas fait une grosse dépression, et derrière, il a dit, bah voilà, moi aujourd'hui, mes 2 frères étaient en prison, mon père était en prison, ma mère elle avait besoin que je gagne de l'argent, j'ai gagné de l'argent, on est à l'abri, je suis très heureux parce que je suis nettement moins médiatisé. Il donne l'exemple de LeBron James, il dit tu vois, LeBron il veut sortir aller faire ses courses, il peut pas. Moi je vais sortir faire mes courses, je peux, j'ai l'argent pour me faire plaisir même si je suis pas richissime, et puis c'est good. Et je pense que il faut revoir aussi le modèle de ce que c'est réussir, en fait. La réussite, c'est propre à chacun. Et voilà.
Et c'est pour ça qu'en parallèle, hein, tu prends le cas d'artistes, hein, on va prendre même des chanteurs, j'allais dire des intermittents, mais en tout cas des gens qui sont dans le monde artistique. Enfin, c'est un enfer. Enfin, alors certes, il y a des côtés qui sont très avantageux, etc. Mais honnêtement, moi j'en vois certains. Sans forcément citer de nom, mais j'aimerais absolument pas être à leur place. Enfin, tu peux pas vivre normalement. En fait, ta vie est conditionnée jusqu'à que tu sois entre quatre planches de bois. Donc, c'est dur. Que tu te reposes que là-bas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu te reposes que là-bas. Mais en effet, je pense qu'il y a un vrai travail. Mais malheureusement, c'est tant qu'on aura à la fois des modèles économiques et des modèles de société tout court qui ne vont pas dans ce sens-là. Malheureusement, ça va être toujours compliqué. Et puis, je pense que les phénomènes, comme on peut avoir de faits divers avec Kyle Singler, pour reprendre l'exemple, malheureusement, ça va se multiplier. Et puis, on le voit au fur et à mesure des années. Et c'est là aussi... Alors, c'est aussi un bien, pour le coup, mais ça va être de plus en plus visible. On le verra de plus en plus. C'était des choses, voilà, dans les années 70, 80, même 90, le vice, l'alcool, le jeu... la drogue. Ça restait dans le vestiaire ou à la maison. Voilà, exactement. Ça restait dans la maison. Sauf que maintenant, tu as toujours un téléphone qui traîne quelque part. Tu peux toujours voir une vidéo. Visible. Voilà, tout est rendu visible. Tout est visible. Mais c'est là aussi que le monde prend une autre dimension. Il faut se dire aussi que grâce aux personnes qui ont... Et je pense qu'on peut finir comme ça en disant que grâce aux personnes comme Kevin Love, comme Demar DeRozan, bien sûr. très courageuses. Tout à fait. Maintenant, je pense que contrairement au avant, où cette personne, ce joueur ou cette personne qui va qui va traverser ce moment, cette dépression, peu importe la forme de maladie mentale, peut-être que vu que ces personnes-là l'ont fait avant, ils vont se dire, ok, ces personnes-là l'ont fait, donc moi aussi je peux le faire. Et donc c'est là où je nuancerai un peu plus ton propos, ou de dire que peut-être que ça va aller mal en pis. Je pense aussi que le fait que maintenant on puisse en parler, ça permet de démystifier des trucs. Tu vois, aller chez le psychologue, c'est quoi ? C'est parler. Et je pense que il y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison de dépression, de choses comme ça, s'il n'y a pas de libération de la parole, s'il n'y a pas de discussion profonde, en fait. Oui, en effet. Et un environnement sans jugement, hein. Ça, c'est clairement ce que les gens ont véritablement besoin, sans compter les degrés de millions de dollars qui sont en jeu, où tous les soirs, t'es scruté par rapport à ta performance. Hein. Franchement, les gars... Parler, ça te fait pas toi un fragile, tu vois. Genre Demar DeRozan, le mec... Il est né à Compton. Il a grandi à Compton. Enfin, si vous connaissez un peu le hip-hop, vous savez que Compton, c'est pas... Non, ça rigole pas. Le mec, il a enjambé des cadavres pour aller à l'école. Vous pensez vraiment que lui, c'est pas un badass ? Bien sûr que c'est un badass. Et ce mec-là, le mec, il a une carrière NBA de fou. Évidemment que... et quand même... il y a des gens qui vont dire ouais non mais DeRozan c'est un fragile, t'as vu, il a traversé une dépression, ça allait pas. Bah oui, ça allait pas. Et lui, il a eu le courage d'en parler, c'est un truc de fou, tu vois. Et que ça soit ce gars-là qui soit issu de cet environnement où les codes très patriarcaux sont très ancrés, ça fait d'autant plus de lui un héros, quoi. Et pour aller, alors je vais dévier très rapidement aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas non plus, parce qu'il y a aussi c'est depuis maintenant, on va dire, une dizaine d'années que les langues, on va dire, se sont déliées. C'est là justement le mal pour le bien, c'est que ça permet de libérer la parole, sans parler de tout ce qui était MeToo, etc. Là aussi, c'est aussi très important. Mais je tiens quand même à remettre deux noms. Alors attention, c'est pas des maladies. Je préfère le dire direct, c'est pas de la maladie mentale ou quoi que ce soit. Je vais éviter de faire amalgame, mais c'est la libération de la parole de Jason Collins, Bill Kennedy, notamment sur l'homosexualité aussi, qui est très important. Ah oui. Et qui, voilà, c'est des gros progrès à faire en NBA encore. Hein, oh là là. Avec notamment Lamelo Ball qui s'est fait amender de $100,000 pour avoir dit no homo. $100,000. Voilà. Ouais, puis on passera sous silence les tweets de Rudy Gobert transophobes, ou en tout cas il retweet des trucs transophobes, parce que quand il retweet des trucs anti-vax, on est beaucoup à faire bouclier vent levé contre lui. Par contre les trucs transophobes, bizarrement il y a moins de monde, tu vois. Ouais. Et je pense que là il y a encore une vraie marge. Non, en effet, il y a encore énormément de progrès, mais bon, c'est un début. Ça commence petit à petit. Il y a encore de très très grosses marches à franchir. Mais bon, en espérant en tout cas que par la suite, en effet, ces sujets se portent, on va dire, de mieux en mieux, et que surtout,
voilà, qu'on puisse espérer un peu un changement de mentalité pour que tout simplement nos joueurs, en tout cas les joueurs qu'on adore regarder, alors que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, coucou Joel Embiid, mais voilà, que le spectateur puisse prendre du plaisir vraiment jusqu'au bout et sans forcément par rapport à l'image qui va être reflétée dans son œil. C'est avec tout ce qu'il va y avoir derrière. Moi, c'est surtout ça, la chose que je voulais mettre en avant. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, messieurs, sur ce sujet ? Non, juste complimenter Demar DeRozan encore une fois et Kevin Love pour leur prise de position sur un sujet aussi délicat dans un sport et même dans un environnement sportif aussi concurrentiel que la NBA. C'est bien aussi que d'autres figures, d'autres disciplines également puissent s'exprimer également sur le sujet également. Hein, je pense. Simone Biles. Oui. Pardon ? Simone Biles, par exemple. Naomi Osaka. Naomi Osaka, oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. Hein. Emmanuel Adebayor aussi, au football avec le Togo, par exemple. FCMS, on est là. Pardon ? FCMS, on est là. On représente. On n'oublie pas, on n'oublie pas. On n'oublie pas les gars de chez nous. Il y a vraiment du progrès à faire. En tout cas, c'était un beau podcast et j'ai même envie de parler des situations aussi avec les coachs. On l'a pas forcément évoqué aussi, mais il y avait la femme de Stan Van Gundy. Ouais. Qui, alors, il y a le show, enfin, non, les deux sont chauds. C'est Jeff ou c'est Stan le doudou coach du Magic ? C'est Stan le gros. Voilà. C'est Jeff le plus petit. Et Jeff, c'est le petit frère de Stan. Oui. Voilà, c'était sa femme qui disait qu'il souhaitait impérativement à ce que son mari, Stan Van Gundy, puisse prendre sa retraite parce qu'il était lessivé intérieurement. Il était complètement cuit. Stan ne voulait pas, quoi. Et ça a amené à une situation de conflit. Donc, je peux vous dire, on parle des joueurs, mais même les coachs sont aussi dans la sauce. Les coachs, je vais même aller par extension, même les compagnes et les familles. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais voilà, moi, je vais te prendre l'exemple que je connais le mieux. LeBron James, sans un Savannah. Ouais, c'est plus pas la même carrière. Ouais, ça va être compliqué, parce que c'est vraiment son équilibre. Il le dit, lui, clairement. Il ne fait pas la même carrière. Ah non, il fait pas forcément les mêmes choix de carrière. Enfin, oui, en effet, un environnement sain, ça produit. Enfin, si tu veux performer à ce niveau-là, faut avoir un environnement sain, faut avoir des personnes qui t'aident à faire des bons choix. Autant de temps comme ça. À un moment, il n'y a pas de magie. À un moment, tu ne performes pas autant de temps comme ça quand les choses sont pas bien mises en place derrière. Non, en effet. Et puis, merci mesdames d'être là pour nous. Donc voilà sur. Messieurs. Et messieurs, tout à fait. On n'est pas excluant. Tout à fait, ou messieurs. Oh, t'as bien raison de le préciser. Quelque chose à rajouter, Vincent, de ton côté ou... Non, je pense qu'on est pas mal. On a fait le tour. Après, il faut bien se dire quand même qu'on n'est pas non plus des experts, on n'est pas des psychiatres, non, bien sûr. Des psychologues. Après, on a peut-être dit des trucs bête ou faux et on s'en excuse, on n'a pas envie on ne voulait pas alors on s'en excuse et on est même preneur dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou même sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à revenir sur des détails, on est tout à fait preneur aussi d'informations complémentaires. Si on peut apprendre, on est tout à fait preneur. Mais en tout cas, voilà, ça semblait c'est vrai que c'est un sujet dont on parle pas forcément, qui a fait plus ou moins l'effet divers là ces derniers jours. Mais je pense que c'est un sujet qui est vraiment important et qui sera de plus en plus crucial par la suite. Donc voilà pour ce sujet-là. Eh bien écoutez, très bien. Pour ce nouvel épisode, on se dit à mercredi prochain. N'hésitez pas bien sûr à nous joindre sur les différents réseaux sociaux, Twitter ou TikTok, Forever Podcast, et sur Instagram, Forever le podcast, donc avec du contenu posté quasi quotidiennement, notamment n'oubliez pas le nouveau format qui a lieu tous les lundis avec Lucas, le Time Out, donc l'actu NBA très condensé en 1 minute. Donc n'hésitez pas à checker aussi sur les différents réseaux. Pareil, n'hésitez pas à suivre aussi Vincent. Vas-y, fais ta pub, tiens, c'est ton instant promo, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que j'ai à dire? Achetez les livres du crossover. La NBA c'est quoi? Le rugby c'est quoi? La boxe c'est quoi? Qui sort à la fin du mois, au début du mois prochain, en fonction de l'imprimeur. Vous pouvez retrouver ça sur vroomoriginals.com,
ou un peu partout en région parisienne. Et on essaie un petit peu de les mettre en dehors de Paris. Donc normalement à la Fnac, au Stadium, c'est sûr qu'ils en ont. Stadium. Donc vous pouvez acheter ça et voilà. Ça ferait un beau cadeau de Noël. Voilà, en effet, n'hésitez pas à commander si vous avez des cadeaux à faire, en espérant que ça se retrouve pas sur eBay le lendemain. Mais il y a pas de raison que ce soit le cas, au vu de la qualité des ouvrages. Merci. Et écoutez, merci messieurs, merci Damas une nouvelle fois de m'avoir assisté pour cet épisode. Normal. Et on se dit peut-être un dernier mot de la fin ? Stephen Castle. Voilà, ok, très bien. Je l'aime beaucoup ce petit bonhomme, mais le petit McCain là du côté des Sixers, il est intéressant. Il a surveillé. Ouais, ça va, il fait pas que des TikTok, ça va, il rassure. Il fait du bien pour le coup. Et écoutez, les Sixers rôdent tout Cooper Flag. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Même si on n'a pas notre pic. En tout cas, bon, merci une nouvelle fois à tous d'avoir assisté à ce nouvel épisode. En effet, et on se dit rendez-vous à mercredi prochain. Allez, ciao. Ciao. Ciao.